C'est une petite phrase du président polonais au sujet de l'Ukraine. Alors pour lui, il dit qu'en fait il doute que Kiev puisse un jour reprendre la Crimée. Écoutez. Il m'est difficile de répondre à cette question. Je ne sais pas si l'Ukraine reprendra la Crimée, mais je pense qu'elle reprendra Donetsk et Lugansk. La Crimée est un endroit spécial. Je ne sais pas si l'Ukraine récupérera la Crimée. Elle est spéciale aussi pour des raisons historiques. Parce qu'en fait, si nous regardons l'histoire, elle a été sous le contrôle des Russes pendant plus longtemps. Ça doit vous ravir, Aline Lebel-Kremer. Alors, il y a quand même deux enseignements là-dedans. Le premier, c'est qu'il dit effectivement, je pense pas que l'Ukraine puisse reprendre le Donetsk. Si, je pense qu'elle peut reprendre le Donetsk et le Lugansk, mais pas la Crimée. Le penser n'est pas un crime, sur le principe. Oui, enfin, il a dit exactement le contraire en août dernier et il a rétropédalé depuis en disant aussi qu'il soutenait la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, c'est-à-dire 1992, c'est-à-dire Crimée compris. Il a rétropédalé dans la journée d'hier. Mais donc, tout ça n'est qu'un point de vue militaire. Ça a fait, c'est vrai, un tollé international assez colossal parce qu'on s'est dit, oh là là, il est en train de... En Pologne même, parce qu'il s'est fait quand même taper sur les doigts... entre autres par son ministre des Affaires étrangères, tout de même, par évidemment l'ambassadrice d'Ukraine en Pologne, par le gouvernement, c'est une coalition. Toute sa coalition de gouvernement, quand même, a hurlé que ce soit l'Alliance civique, que ce soit dans ses propres rangs. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Peut-être être très agacé de la position de Donald Tusk, qui a été assez flamboyant au niveau de l'Union européenne sur l'annonce enfin de l'aide de l'Union, de l'unité européenne sur l'aide à l'Ukraine de 50 milliards d'euros. Donc, il est possible qu'il ait un petit accès d'humeur. Il est coutumier du fait. C'est quelqu'un qui est pas forcément l'anti-rancunier total. Donc il y a quelque chose de, en tout cas, très agressif à ce moment. Mais il a rétro-pédalé tout de suite. Et de rappeler que sur l'Ukraine et sur la question de cette terre spéciale que serait l'Ukraine et que serait la Crimée par rapport à la Russie, de rappeler que même sous l'Union soviétique, ce que lui a répondu d'ailleurs un historien, la Crimée était sous contrôle de l'Ukraine. Oui. Là, vous faites référence à la fin de l'extrait qu'on a entendu, c'est-à-dire Claude Blanche-Maison, le moment où il dit historiquement, la Crimée a été la plupart du temps entre les mains de la Russie. Est-ce que dire cela, même s'il considère que c'est une vérité historique, et même si c'est faux, est-ce que simplement le fait de le dire est un impair diplomatique au vu des relations qu'il a avec l'Ukraine? Il oublie les Turcs, il oublie les Tatars, il oublie beaucoup de monde, évidemment. Ça, on le sait bien, mais je pense que comme ça vient d'être dit, Monsieur Duda a un problème existentiel parce qu'il a maintenant affaire à un gouvernement polonais qui est d'un parti différent du sien et qui est d'un parti européen. Monsieur Tusk est même l'ancien président du Conseil européen. Donc en effet, tout a changé. On a une sorte de cohabitation en réalité en Pologne. Et donc pour exister, bien, comme ça vient d'être suggéré, il dit un peu n'importe quoi. Cela dit, c'est pas n'importe quoi parce que justement, si on écoute les gens qui se qualifient eux-mêmes de raisonnables, y compris chez nous, on entend souvent cette petite musique. Dire la Crimée c'est un peu différent, la Crimée depuis Catherine la Grande, c'est russe, etc. C'est un petit peu différent, etc. Et beaucoup de gens qui se qualifient eux-mêmes de raisonnables, en effet, colportent cette opinion. En réalité, je crois que la position elle est simple. C'est évidemment au gouvernement de l'Ukraine de décider, et il semble bien que M. Zelensky, son chef d'état-major, on ne sait pas, puisqu'ils ne sont pas toujours du même avis, mais en tout cas, M. Zelensky a décidé que l'effort devait porter sur la Crimée encore plus que sur le Donbass. Et que sur la Crimée. Sur la Crimée, oui, et que d'ailleurs les fameux drones navals inventés, l'arme miracle inventée non pas par des amiraux, mais par des petits ingénieurs dans leur garage naval, font merveille, puisque dans le fond, la moitié de la flotte russe y est passée, et que la flotte russe ne peut plus circuler librement en mer Noire. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être en effet d'autres voies, notamment en mer Noire, que la bataille frontale des fantassins sur un front de 1200 km. Et c'est un peu ce que joue Zelensky apparemment depuis un certain nombre de mois. Donc effectivement, c'est ce qui apparaît
par les gens qui s'auto-désignent comme raisonnables n'est peut-être pas si raisonnable que ça. En effet, général, quand même, il faut bien rappeler que la Crimée, elle a quand même montré, l'Ukraine a quand même montré qu'au sujet de la Crimée, elle était plutôt offensive, deuxièmement, très bien équipée, qu'elle arrivait à réaliser des prouesses militaires. Donc en vérité, se dire qu'aujourd'hui la Crimée n'est pas à portée d'Ukraine, c'est pas totalement vrai, si. Alors, le président, il peut le penser, mais en tout cas, il faut surtout pas le dire. Ça, c'est une première chose, même s'il y en a d'autres qui le pensent. Mais effectivement, ce qu'on constate, c'est que ce soit le président Zelensky ou le général Zaloujny, leur stratégie aujourd'hui, c'est de frapper beaucoup en Crimée, comme le disait très justement Claude Blanche-Maison. La mer Noire, elle est quasiment maintenant interdite à la marine russe. Et les frappes vont continuer. Le pont de Kerch a un avenir, à mon sens, limité. Le fameux pont qu'il y a entre la Russie et le sud de l'Ukraine, le sud de la Crimée, pardon. Celui-là, il a été attaqué 2 fois. Il est probable qu'il sera attaqué une 3e fois. Et puis toutes les frappes que l'on peut faire en profondeur, comme le disait Monsieur l'ambassadeur, c'est qu'aujourd'hui, les 1000 km, 900 km de front, parce que tout ce qui est sur le Dniepr, en fait, il n'y a pas vraiment de front. Il y a la séparation physique une sorte de frontière, en fait, où il y a peu quand même d'attaques. Sur les 900 km de front, ça ne bouge très très peu. Donc la stratégie du général Zaloujny, c'est de frapper en profondeur, et notamment, évidemment, la Crimée. Cela dit, il reste du temps, et puis vous voyez bien que l'accès, par contre, physique à la Crimée, c'est compliqué quand même, parce que toute la zone au sud de Kherson, pour l'instant, il n'y a pas d'avancée militaire. Par contre, on peut contourner, et je pense que cette stratégie va se poursuivre sur toute la Crimée dans les semaines et mois qui viennent. Aurélien Duchesne, les propos du président polonais, ils posent quand même problème, parce qu'en fait, ça donne à Poutine, finalement, un argument pour dire, regardez, c'est ce que je dis depuis des mois, voire des années, et aujourd'hui, même un allié de l'Ukraine ose le dire. Donc en fait, ça vient complètement dans son sens. Quand on regarde les contradictions d'ailleurs de Douda sur 2 sujets, si Douda était une chanson de Taylor Swift, ce serait Blind Space, parce que la page de ses convictions est assez blanche. Si Macron avait dit le 10e de ça, à l'époque où Douda voulait jouer le leadership européen de celui qui ne fait aucune compromission morale envers Poutine et qui défendra l'Ukraine jusqu'au bout, imaginons ce que Macron se serait pris s'il avait dit une phrase pareille. Donc Douda a complètement changé, il a tourné Kazakh du fait d'avoir désormais une cohabitation face à lui pro-européenne. Il est passé de Donald Tusk va vendre l'Ukraine aux Russes et seul nous, le PiS, son parti nationaliste, peut défendre l'Ukraine. Il a tourné Kazakh, désormais il critique l'Ukraine qui va rentrer dans l'Union européenne, les paysans ukrainiens qui vont prendre l'argent des honnêtes paysans polonais, et désormais il est sur une ligne pseudo-réaliste, comme l'a rappelé Claude Blanche-Maison. Ce n'est pas une ligne réaliste. Si c'était le cas, depuis qu'on a cédé sur la Crimée puis sur le Donbass au motif que soi-disant ça allait calmer Poutine en lui donnant ce qu'il voulait et qu'il ne revendiquerait plus autant de territoire, bon, on a vu ce qu'il en était. Mais évidemment, le problème, c'est que, comme vous le disiez, Poutine peut en faire son beurre. Il a d'un côté des gens, notamment en France ou en Allemagne, qui tiennent cette rhétorique depuis longtemps. Si désormais le président polonais, le pays au monde qui est le plus hostile à la Russie selon les sondages, tient cette ligne, c'est du pain béni pour la propagande russe. Je note quand même que vous avez placé une chanson de Taylor Swift sur un débat sur la Pologne. C'est quand même pas facile. Oui, je pense que surtout, il a fait une toute petite parenthèse pour envoyer un micro-signe à son extrême droite, qui n'est pas exempt d'ailleurs de rôle dans ce qui s'est passé à la frontière, quand on voit certains profils de leaders d'extrême droite polonais, notoirement connus pour être pro-russes, dans les rangs de ces camionneurs gilets jaunes. Mais enfin, déjà... Douda, il a dit hier, ce sont ses mots, il emploie un mot très fort aussi, il a rappelé que quand même cette attaque et l'occupation des territoires ukrainiens au sens internationalement reconnu, donc incluant la Crimée, c'est un crime. Donc il a employé le mot crime. Absolument. Donc la ligne éditoriale, j'ai envie de dire, de la Pologne n'a pas changé, et y compris parce qu'il ne peut pas, lui, la changer, même si des fois il envoie des petites piques pour des jeux d'équilibre de géopolitique interne à son extrême droite la plus trash, on va dire, mais l'opinion publique polonaise est derrière l'Ukraine, et ça, il ne peut rien y faire, et il ne pourra rien y faire, et c'est pour ça qu'il a rétro-pédalé, si je puis me permettre, mais dans l'heure, en fait. Et les mots qu'il a employés dans sa déclaration d'hier après-midi
extrêmement forte, extrêmement carrée. Mais c'est son jeu de temps en temps d'alimenter, de donner un tout petit poil de carburant à l'extrême droite du pays, comme ce qui s'est passé, rappelons-le, dans les rangs des camionneurs et des transporteurs en colère en Ukraine. Ce n'est pas qu'une histoire tout à fait rationnelle, ça. Et les leaders, même Rafal Meklar, qui était l'un des organisateurs et leaders de ce mouvement, si on prend le CV du type, très honnêtement, on retrouve quoi? On retrouve l'extrême droite la plus rance du pays et le Kremlin.